prendre les mesures qu'il faut, les mesures barrières comme on a l'habitude de les appeler. C'est pour ça qu'on a réduit déjà les tailles des délégations. Si je prends le cas des pôles, chaque pôle était représenté par 5 personnes. Maintenant, les pôles sont représentés chaque pôle était représenté par 20 personnes. Maintenant, les pôles sont représentés par 5 personnes. On a réduit les représentations des autres entités. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui autour d'une trentaine, alors qu'on faisait une centaine. C'est pour pouvoir respecter les mesures barrières. Nous travaillons, comme vous l'avez dit, vite, parce que le président de la République a saisi la commission politique du dialogue national par le biais du président Famara Ibrahima Sagna, président du comité de pilotage du dialogue national, pour nous demander de lui faire un rapport d'étape. Je veux dire, nous avons travaillé pendant des mois, il fallait faire un rapport d'étape où nous avons rappelé le contexte de création de la commission politique, parce que ce que je veux rappeler, c'est que la commission politique a commencé à travailler avant même que le dialogue national ne démarre. Après, on a été arrimé en fait au dialogue national, mais nous avions déjà démarré. Donc, il nous a adressé une correspondance au général Nian, qui est le président de la commission cellulaire, qui dirige les travaux au niveau de la commission politique, pour nous demander un rapport d'étape. Et c'est aujourd'hui, ce matin, qu'on a validé donc le rapport. Et normalement, aujourd'hui, le président Famara Ibrahima Sagna devrait recevoir ce rapport d'étape et le président de la République après. En tout cas, le délai qu'on nous avait donné du 31 août pour déposer le rapport est respecté, parce que nous pouvons le déposer aujourd'hui. Mais quand même, ça ne signifie pas que le dialogue en fait est fini. Il y a des points qu'on n'avait pas encore discuté, qu'on va continuer à discuter à partir de demain. Mais déjà, nous avons consigné les accords, les désaccords, en tout cas, que nous avons eus depuis que nous avons démarré les travaux. Donc voilà un peu la situation actuelle de la commission politique du dialogue national. D'accord. Une accélération, Abdoulaye Mbow, il était temps. Oui, il était temps que les travaux reprennent, et parce que ce qui fait la différence un tout petit peu du Sénégal par rapport au reste de l'Afrique de l'Ouest, c'est un constat, factuel. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui est en train de se passer probablement en Guinée. L'avenir de la Côte d'Ivoire également est incertain. Fort heureusement, au Sénégal, les acteurs de la majorité, les acteurs de l'opposition et la société civile discutent autour justement de plusieurs axes définis à travers le dialogue national, mais également à travers la commission du dialogue politique. Et à partir de là, il y a des consensus forts qui sont en train d'être trouvés. Et nous prions justement pour que les acteurs aillent dans le sens justement de trouver des consensus encore plus forts liés au processus électoral de manière générale, liés au fichier électoral de manière générale. Maintenant que l'on parle de la suppression du parrainage, qui à mon avis était en tout cas un signal fort de recul démocratique tel qu'on l'a instauré, je dis bien, et parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé. Beaucoup d'acteurs avaient demandé à ce que le parrainage en tout cas ne soit pas de mise pour la présidentielle. C'était un filtrage, mais la méthodologie en tout cas mise en branle avec tout ce qui s'est passé au niveau du Conseil constitutionnel, tout ça. Fort heureusement, les acteurs en direction des élections locales ont trouvé un consensus par rapport à ce parrainage-là. C'est un point essentiel, c'est un point important. Maintenant, il faut accélérer dans le bon sens, il faut accélérer dans le bon tempo, il faut accélérer pour permettre aux Sénégalais de dire effectivement le dialogue politique a toute sa quintessence et par rapport à sa tenue, parce que les acteurs sont en train de se parler pour trouver encore des consensus qui vont permettre au Sénégal, encore une fois, de rester la vitrine démocratique justement de l'Afrique de l'Ouest. Et par rapport au parrainage, justement, est-ce que cela ne donne-t-il pas raison à ceux qui disaient que c'était juste pour les présidentielles? En tout cas, tel que ce parrainage nous a été imposé, à l'époque, l'analyse qu'on en avait faite, c'était tout simplement un filtre pour essayer d'écarter certains candidats. Et je crois que la suite, peut-être, nous a donné raison, parce qu'on a vu un certain nombre de candidats qui s'étaient présentés et qui ont été recalés, bien sûr, par ce système de parrainage. Il y a eu des protestations, il y a eu des réclamations par-ci, par-là. Mais finalement, je crois que c'est 5 candidats qui ont été retenus. Et là, les gens se sont dit que c'était tout simplement un moyen de filtrage de certains candidats. Mais le parrainage devenait de plus en plus difficile, surtout en tout cas dans son applicabilité pour les élections locales. Et ce sera aussi la même chose pour les élections législatives. L'élection présidentielle diffère bien sûr de l'élection législative et diffère aussi de des élections locales. Et c'est la raison pour laquelle même un des points fondamentaux en tout cas soulevé au niveau du dialogue politique, qu'est le bulletin unique, aujourd'hui est devenu la principale pomme de discorde. Moi, je crois que les griefs que je formule, en tout cas, l'encontre
l'encontre des acteurs du dialogue politique, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous en sommes au 15e mois depuis le démarrage des activités, en tout cas du lancement des travaux du dialogue, de la commission du dialogue politique. Nous en sommes à 15 mois. Il est vrai qu'on peut soustraire ces 3 mois de césure dus à la pandémie, mais si on compte les 12 mois restants, on peut se dire que il y a 12 points qu'on devait normalement discuter au niveau de la commission du dialogue politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, si on discutait un seul point, c'est-à-dire un point par mois, aujourd'hui, on n'en serait pas à ce niveau-là. Alors qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. Les consensus aujourd'hui constatés, c'est au niveau du parrainage, et ça, je crois, c'est hier, tout simplement. Il y a l'audit du fichier, je crois, électoral. Il y a aussi le mode d'élection des maires. Mais concernant même le mode d'élection des adjoints maires et des adjoints des présidents de conseils départementaux, là, pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Mais moi, je crois que le point majeur que constitue le bulletin unique, c'est là où se trouve principalement la pomme de discorde. Et c'est là où les acteurs du dialogue politique ne peuvent pas du tout s'entendre. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui défendent, bien sûr, c'est-à-dire ceux qui défendent le bulletin unique, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas du bulletin unique. Naguère, ce sont ceux-là qui prônaient l'instauration du bulletin unique. Cheikh est un acteur majeur des assises nationales. Et parmi les points focaux des assises nationales, il y avait bien sûr l'instauration du bulletin unique. Et je crois qu'au niveau des assises nationales, il y a une étude qui avait faite pour réellement dire qu'aujourd'hui, si nous voulons renforcer notre démocratie, il faut l'instauration du bulletin unique. Aujourd'hui, tous les acteurs de la majorité qui étaient dans l'opposition avant 2012, ils étaient pour l'instauration du bulletin unique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait un changement d'idée? Et ceux qui étaient au pouvoir à l'époque et qui n'en voulaient pas de ce bulletin unique, aujourd'hui sont les premiers défenseurs de ce bulletin unique. Et aujourd'hui, c'est ça qui est la principale pierre d'achoppement au niveau même du dialogue. Et ça cale aujourd'hui. Il va falloir maintenant quand même qu'on puisse lever en tout cas cet obstacle-là. Parce que sinon, les gens ne vont pas avancer. Moi, je dis que les points sur lesquels on est tombé d'accord, c'est moins important que l'instauration du bulletin unique. Même pour la caution, je dis que ça soit une caution de 100 millions, les gens peuvent bel et bien le faire. Le parrainage, ok, ça c'est une très bonne chose. Mais le parrainage, est-ce que simplement c'est de façon circonstancielle pour les élections locales? Est-ce qu'on ne va pas l'instaurer après pour les législatives? Est-ce qu'on va encore l'instaurer pour la présidentielle? Donc je crois qu'on parle de consensus, mais en réalité, il faut aussi être un peu mitigé vraiment dans cette euphorie-là. Parce que pour moi, je dis qu'aujourd'hui, le point le plus essentiel, c'est surtout l'instauration du bulletin unique. Le statut du chef de l'opposition, moi j'ai toujours dit que je suis même contre cela. Parce que pour moi c'est une diversion, ça ne renforce pas, ça n'affaiblit pas la démocratie. Mais ce qui peut aujourd'hui réellement, et ça ce sont des études qui l'ont toujours montré, en 2012, il y a une étude de l'Union européenne qui avait été faite sur l'instauration du bulletin unique. Les gens, ils avaient avancé beaucoup de raisons. C'est vrai qu'il y a des avantages aussi, mais il y a des inconvénients. Mais il faut faire la balance entre ce qui est avantages et les inconvénients. On a vu qu'il y a beaucoup plus d'avantages pour l'instauration du bulletin unique, c'est-à-dire pour la transparence des élections, pour la réduction des frais d'impression, pour aussi la même durée du vote et aussi pour le risque même de fraude. Parce que n'oubliez pas que chaque fois qu'il y a élection, il y a des acteurs, en tout cas des responsables, qui attendent chaque fois des électeurs pour leur dire « ramenez-moi le bulletin de telle personne ». Là, c'est une forme de fraude. Et quand maintenant il y a instauration du bulletin unique, cela veut dire que quand même, il y a plus de risque de fraude à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, il faut que ces gens-là qui sont au niveau du dialogue politique puissent trouver quand même un consensus. Parce que le véritable consensus fort, aujourd'hui, je crois que c'est au niveau du bulletin unique. Et pour l'heure, on parle de consensus dans le mode de scrutin et également le parrainage, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est écarté. Est-ce une bonne chose? Oui, en fait, c'est une bonne chose. Moi, je voudrais, si vous le permettez, peut-être faire un certain nombre de précisions pour ne pas dire réactualiser en fait la situation. En ce qui concerne le parrainage, il faut constater que nous avons pris la décision de supprimer, je veux dire, en fait, les acteurs qui sont présents au niveau du dialogue, de supprimer le parrainage au niveau des élections locales parce que nous avons travaillé sur la faisabilité. Nous avons constaté
que lorsque le parrainage a été utilisé pour l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de difficultés, il faut le constater. Mais nous n'allons pas vite en besogne. Nous avons décidé de discuter du parrainage au niveau de l'élection présidentielle après l'évaluation du processus électoral par des experts indépendants. Nous voulons que les experts indépendants évaluent. Naturellement, ils diront ce qu'ils en pensent. Ils vont nous envoyer des recommandations. Et ces recommandations nous serviront de base de travail pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut. Je veux dire, en tant qu'acteur, est-ce qu'il faut maintenir, est-ce qu'il faut supprimer, est-ce qu'il faut modifier? En tout cas, nous attendons ça. Mais nous avons vu que la complexité des élections locales, parce que les élections locales, c'est les élections les plus complexes. C'est 556 collectivités locales et des villes, c'est 42 départements, et c'est des acteurs à la base qui ne sont pas obligatoirement formés, et même d'un point de vue de la réception des dossiers, ce qui a posé beaucoup de problèmes lors de l'élection présidentielle, et ceux qui reçoivent les dossiers, c'est pas évident qu'ils soient outillés, je veux dire, personnellement et techniquement pour pouvoir valider une signature ou ne pas la valider. Maintenant, après avoir échangé pendant beaucoup de séances, nous avons retenu de la suppression. Ça permet de faciliter, la tenue des élections. Mais attention, nous avons remarqué tous, en fait, en 2014, qu'il y avait plus de 2700 listes. Et la conséquence, c'est qu'on a fragilisé, en fait, entre guillemets, ce type d'élection-là. Donc, il fallait mettre des filtres. Le premier filtre, c'était le parrainage. Mais le deuxième filtre reste, c'est la caution. Il n'y a jamais eu de caution au niveau des élections locales. Cette caution existera. Maintenant, elle sera de combien? C'est dans le cadre des discussions et de l'application de la loi du code électoral, parce que c'est... Le ministre de l'Intérieur fixe la somme après avoir consulté la classe politique. Donc, il est important, je crois, pour le parrainage de faire, en fait, cette précision. Nous avons pris beaucoup de temps. Je suis d'accord avec Seigne Salou pour vous dialoguer. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est ce qu'Abdoulaye a dit, on a cherché à avoir le maximum de consensus. Il ne s'agit pas de poser un problème et de faire un tour de table, chacun donne sa position autour d'une synthèse. On a essayé de creuser au maximum. Il y a des questions dont le bulletin unique, dont parlait Seigne Salou tout de suite, que nous avons déjà discuté, mais nous avons pensé qu'il faut encore faire revenir ça. Et sur les points en discussion pour cette deuxième phase, qui va aller vite, parce qu'on a fait une projection que d'ici 2 semaines, d'ici une semaine, en fait, en tout cas la semaine prochaine, on devrait pouvoir terminer, parce que c'est des résultats de ce dialogue-là que dépendront en quelque part les mesures qui seront prises pour l'organisation des élections locales. Nous allons encore en discuter pour voir ce qu'il est possible en fait de faire. Parce qu'en réalité, comme Seigne Salif le dit, il fallait poser. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Évidemment, je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons tenu, mais il y a les porteurs des positions pour le bulletin unique, en fait, ont tous identifié des avantages et des inconvénients. Maintenant, il arrivera un moment où on choisira, Seigne Salif. Sur la base, on va poser, on choisira. Mais, en tout cas, la volonté que nous avons, nous, au niveau de la majorité, c'est de trouver le maximum de consensus. D'ailleurs, contrairement à ce que les gens pensent, c'est vrai que nous avions 12 points, Seigne Salif. Ce n'était pas des points. Nous avons globalement 3 thèmes. Un thème qui parle du processus électoral, un thème qui parle des questions de liberté, un thème qui parle de la réforme des institutions. Et dans chaque thème, on a ce qu'on appelle les OS. Mais vous prenez OS, je prends un exemple. Dans la première thématique, le premier thème, processus électoral, nous avons comme premier point, c'était l'audit du fichier électoral. Exigence de l'opposition, si on ne fait pas l'audit, on ne va pas aux élections. Deuxième point, évaluation du processus. De la réforme de 2016 jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2019. S'il n'y a pas évaluation, on ne va plus aux élections. Et le troisième point, c'est les élections locales. Et dans ce point-là, sur les élections locales, nous avons discuté de beaucoup de choses, mode d'élection du maire et du président du conseil. Et, Seigne Salif, pour information, on a eu un accord aussi sur le mode d'élection des adjoints, même si c'est la suppression du parrainage qui a été plus médiatisée, mais on a trouvé un accord sur la manière dont les adjoints vont être élus aujourd'hui, ou bien les vice-présidents. Donc, vous prenez un seul OS, il peut comporter 3, 4, 5, 6 points. C'est ce qui fait qu'on est obligé, les 12 là, peut-être il faut les multiplier par 3 ou par 4 pour avoir le nombre de points en fait qu'on a discuté. Et évidemment, nous n'avons pas le temps, mais je suis venu avec les derniers documents qu'on a traités ce matin. Et si je comptais le nombre de points d'accord, on a dépassé 15 ou 16. Je vais compter ça peut-être lorsque, en fait, avant la fin, pour que vous compreniez, en fait, que les Sénégalais comprennent, parce que vous êtes des acteurs majeurs, vous savez ce qui se passe. En fait, comprennent qu'en réalité, on a passé beaucoup de temps dans ce dialogue, mais on a quand même eu beaucoup d'avancées. Il y a des avancées de fond. Maintenant, il y a des questions qui restent, comme la rationalisation du calendrier électoral. Le Sénégal
il y a des reports d'élections. Et alors, si on rationalise, on peut fixer des choses. En disant, l'élection présidentielle, c'est telle période, les élections locales ou les élections législatives, c'est telle période, et on a un calendrier qu'on déroule, on n'aura plus besoin, en fait, sauf catastrophe, sauf ce qui se passe avec la pandémie, on n'aura plus besoin de changer de date pour pouvoir véritablement organiser des élections. En tout cas, moi, je considère que c'est vrai que nous avons pris beaucoup de temps, mais pour le renforcement de la démocratie, c'était nécessaire de le faire. Et souhaitons maintenant que ces résultats permettent aux populations de se sentir mieux, qu'elles aient les populations d'aller voter le dimanche et lundi, que chacun aille au travail ou en tout cas va à ses occupations et qu'il y ait aucune difficulté pour le pays. Nous l'espérons. Et justement, par rapport au calendrier électoral qui est souvent désarticulé, Abdoulaye Mboyo, est-ce qu'on pourrait s'attendre au sortir de ce dialogue que cette question soit définitivement respectée? C'est ce qu'on espère. On espère que les acteurs trouveront justement, en tout cas, le point d'entente pour que les élections, surtout locales, puissent tenir à date échue. Sauf extraordinaire, comme c'est le cas actuellement avec la pandémie. On a vu qu'en France, que c'était en pleine pandémie, que les élections régionales se sont tenues en France, même si par ailleurs, par rapport au second tour, il y a eu justement un délai qui avait été respecté. Cependant, on a l'habitude de dire les élections locales ne sont pas, la date des élections locales n'ont jamais été respectées. De 84 à nos jours, il y a toujours eu report. Mais je crois bien qu'il faut savoir s'arrêter et échanger sur la question centrale afin que les élections locales, qui sont également d'une importance capitale, puissent se tenir à date échue. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si les élections se tiendront en 2021, compte tenu de la présence menaçante encore de la pandémie, mais compte tenu de plusieurs autres facteurs. Mais quoi qu'il en soit, je crois bien que aujourd'hui, que l'on parle de la suppression du parrainage, mais imaginez le nombre de listes qui pourraient être frappées de forclusion si par extraordinaire, il y avait toujours le parrainage pour les élections locales. C'est combien de listes qui allaient être en tout cas filtrées, mises de côté, parce que ne remplissant pas les critères et pour justement passer le cap des parrainages. Je crois bien que autant le chef de parti, autant le chef de coalition, autant le candidat indépendant a le droit justement de briguer le suffrage des Sénégalais, comme ça a été toujours le cas. Mais dans tous les cas, que ce soit les élections locales, que ce soit les législatives ou la présidentielle, là encore, il y a un problème parce que sous le magistère du président Blade, il y a eu une prorogation du mandat des députés, raison pour laquelle, en son temps, les députés Abdoulaye Bathily, Ousmane Tanor Dieng et d'autres avaient préféré quitter l'Assemblée nationale. Mais la présidentielle, si elle reculait d'un jour, vous verrez les acteurs ruer dans les brancards et vous entendrez justement un concert de casseroles dans les rues pour dénoncer justement une telle attitude. Donc, pour la présidentielle, il faut avoir la même attitude, le même comportement et pour les législatives et pour les élections locales. Maintenant, encore une fois, je dis que ce ne sont pas seulement les acteurs politiques qui sont dans la commission solidaire du dialogue politique. Il y a la société civile qui est une société civile sentinelle et alerte qui aujourd'hui, en tout cas, prend la parole pour annoncer en tout cas des décisions majeures qui ont été prises. Je crois bien que c'est salutaire. Mais là, Seigne Salou l'a évoqué, le point d'achèvement, c'est encore le bulletin unique. Je me souviens, cher ici présent, feu Ahmad Dansoro, feu Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, feu Charles Gueye et El Hadj Momar Sam, tous les autres qui se réunissaient dans le salon d'Ahmad Dansoro étaient des farouches défenseurs justement de l'instauration du bulletin unique, mais également M. Dat et tant d'autres autour de la commission pour la transparence et la régularité des élections qui militaient justement pour l'instauration du bulletin unique. Donc, cher, c'est une voie autorisée pour défendre justement le bulletin unique et tous les autres acteurs pour défendre le bulletin unique au niveau du dialogue politique afin qu'il y ait une entente cordiale devant les Sénégalais avec l'opposition et la société civile afin que nous ayons une élection transparente et qu'au lendemain de l'élection présidentielle, tout le monde va à ses occupations et qu'on ne parle pas en tout cas de probable fraude. C'est effectivement la préoccupation de Serigne Saliou. Vous êtes convaincu par la réponse qu'il vous a servi? Barchal, oui, une part de sa réponse, mais je rebondis encore sur la question du bulletin unique. Parce que, vous savez, quand j'ai entendu M. Benoît Sambou dire qu'aujourd'hui, l'opposition qui, en tout cas, est, je crois, les non-alignés, et une partie de la société civile qui prône l'instauration du bulletin unique, ils ne les ont pas convaincus sur vraiment la pertinence ou bien de l'instauration du bulletin unique. Mais moi, je renvoie M. Benoît Sambou aussi à ses positions antérieures. Avant 2012, quand il défendait le bulletin unique, c'est-à-dire lui,
sur quelle étude de faisabilité il défendait l'instauration du bulletin unique. Ça dit aussi, moi, c'est ça mon problème. Parce que quand on pose aujourd'hui comme difficulté en disant que, je crois que ça, Cheikh Paris ne pourra pas me démentir, en disant qu'aujourd'hui, pour instaurer le bulletin unique au niveau des élections législatives, ça risque de poser un certain nombre de problèmes parce qu'il y a des listes, c'est-à-dire il y a toute une liste qu'il faudra mettre sur le bulletin unique. Et là, peut-être techniquement, ça pose problème. Mais s'il s'agit de la présidentielle, ça ne pose pas de problème. S'il s'agit aujourd'hui des élections locales, ça ne pose pas de problème, d'autant plus que les maires aujourd'hui sont élus au suffrage universel direct. Je ne sais pas si c'est le même mode pour les adjoints, mais le maire aujourd'hui est élu au suffrage universel direct. Donc pour ces deux cas de figure, ça ne pose pas de problème. Maintenant, il faudra aussi voir l'expérience des pays de la sous-région. Parce qu'il faut se dire que le bulletin unique, c'est presque le mode généralisé de l'ensemble des pays, quasiment de l'Afrique et même de l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a que la France, presque dans l'Union européenne. La France est l'un des rares pays à ne pas en vouloir. Et les mêmes positions que j'ai entendues de M. Benoît Sambou, c'est les mêmes positions aujourd'hui que les acteurs de la majorité aujourd'hui disent en disant que techniquement, il n'est pas possible de le faire pour les élections législatives. Mais s'il n'est pas possible pour les élections législatives, c'est possible pour l'élection présidentielle. C'est possible aussi pour les élections locales. Donc déjà, je crois qu'il y a quand même une avancée par rapport à cela. Qu'est-ce qui empêche à nos acteurs du dialogue politique de voir dans la sous-région, c'est-à-dire l'expérience de la sous-région? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on le fait. Au Niger, on le fait. Au Nigeria, on le fait. Même au Rwanda, on le fait. En Tunisie, on le fait. C'est-à-dire que presque dans tous ces pays-là, c'est le mode du bulletin unique quand même qui est instauré. Pourquoi nous, on ne va pas s'imprégner de l'expérience de ces pays-là? Et il faut se dire que le Sénégal vote depuis quasiment plus d'une centaine d'années. C'est-à-dire beaucoup plus longtemps que ces pays qui, aujourd'hui, sur le plan démocratique, sont en train de nous ravir la vedette. Moi, quand j'entends les gens, et Sambo l'a dit tout à l'heure, que le Sénégal, c'est la vitrine démocratique de l'Afrique. Moi, je dis que c'est absolument faux. Nous ne sommes pas la vitrine démocratique de l'Afrique. Parce que je disais, la vitrine démocratique de l'Afrique de l'Ouest, c'est par rapport à ce qui est en train de se passer et au Mali, et en Côte d'Ivoire, et en Guinée. Il faut se dire que... en fait, à son opinion, mais c'est la vitrine quand même démocratique en fait, de l'Afrique. Quand on dit vitrine démocratique, c'est-à-dire modèle démocratique. Oui. Mais de ce que nous montrons depuis un certain moment, nous ne sommes pas des modèles en la matière. Aujourd'hui, si je devais prendre référence, je dirais que le Cap-Vert, c'est le modèle démocratique le plus parfait aujourd'hui. C'est le Cap-Vert. C'est là où il y a des alternances sans pour autant qu'il y ait en tout cas des contestations autour de ces alternances. Mais au Sénégal, chaque fois qu'il y a élection, il y a des contestations. Chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours... Regarde ce qui s'est passé avec le système du parrainage. Ces dernières élections, on a beau dire, mais les gens, ils ont contesté en disant que les élections n'étaient pas transparentes, les élections n'étaient pas du tout démocratiques. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la véritable élection démocratique dans ce pays-là, c'est l'élection de 2012 et c'est l'élection encore de 2000. Mais toutes les autres élections qui nous ont favorisé les alternances, quand même, 2007 et 2020, il y a de quoi dire vraiment sur la transparence de ces élections-là. Et je crois qu'en la matière, on ne peut pas quand même se glorifier en disant que le Sénégal, c'est la vitrine démocratique. La vitrine démocratique, aujourd'hui, je crois que ici, c'est le Cap-Vert. Parce que là où il y a des alternances, sans pour autant qu'il y ait des controverses autour de ces élections-là. Donc, pour en finir, je crois que M. Sassar, ce que vous devez faire en tant qu'acteur du dialogue politique, réfléchissez sur ce blocage-là au niveau même de vos travaux. Parce que il ne doit pas y avoir de problème. Vous avez des atomes crochus sur l'instauration du bulletin unique. Quand vous étiez dans l'opposition, c'était votre position. Quand ceux-là qui étaient aujourd'hui au pouvoir, ce n'était pas leur position, aujourd'hui c'est leur position. Ça veut dire que vous ne réfutez pas le principe du bulletin unique. Ça ne doit pas poser un blocage, ça ne doit pas être la pomme de discorde aujourd'hui. Parce que ce qui a retardé vos travaux, principalement c'est ça. Et je doute fort que demain, si vous ne vous entendez pas sur ça, on va en arriver à l'arbitrage du président et je sais que le président ne va jamais arbitrer en défaveur de sa coalition. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, si c'est une technique pour ne pas instaurer le bulletin unique, je crois que aussi, bon, nous qui sommes les citoyens et qui sommes aussi des électeurs et qui vous observons, nous allons prendre acte de ce que vous êtes en train de faire. Mais n'oubliez pas que là où vous êtes là-bas au nom du peuple sénégalais, mais pas au nom même de vos coalitions politiques ou bien de vos partis politiques. Mais vous êtes là-bas au nom des Sénégalais. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas dans des partis politiques. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est pour le peuple sénégalais. Mais ce n'est même pas pour vos coalitions, ce n'est même pas pour vos partis, mais c'est pour l'ensemble du peuple sénégalais. Donc faites attention à ce que vous êtes en train de faire au niveau
de la commission du dialogue politique. Le message est reçu, je pense. Alors, vous l'avez dit, M. Sersar, il y a des avancées, mais certains estiment que la tenue des élections locales en mars 2021 n'est pas assurée. Oui, mais vous me permettrez de relever quand même si j'ai enregistré le message de Serigne Saliou, de relever quand même qu'on ne peut pas aujourd'hui en fait dire que le Sénégal n'est pas une démocratie majeure. Il a parlé en fait de l'alternance de 2012. Mais même ces élections-là, il y a peut-être eu des contestations lors du parrainage. Mais avec l'élection présidentielle de février 2019, il n'y a eu aucune contestation. En tout cas, pas de contestation formelle. Parce que lorsqu'on dit